Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et en direct dans Punchline sur CNews. Un couvre-feu est à l'étude pour lutter contre la propagation du coronavirus en France. Est-ce la bonne mesure à prendre à l'heure où les services de réanimation commencent à être saturés? Le gouvernement étudie actuellement tous les scénarios à la veille de la prise de parole du président de la République demain soir, qui veut créer un électrochoc dans notre pays, c'est ce qu'il a dit. On va entendre l'inquiétude et la colère des restaurateurs. Ils ont manifesté dans plusieurs villes, Paris et Marseille notamment. Et puis on vous a posé la question concernant ce couvre-feu, pour ou contre. 62% d'entre vous contre, 38% oui. On va aussi évoquer la situation de la police avec son action qui a été chiffrée aujourd'hui, un exercice auquel s'est livré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a vanté les saisies de drogue et d'armes à feu. Mais est-ce vraiment ce dont ont besoin les forces de l'ordre, mises à mal par une violence qui ne semble pas connaître de limite? On en débat ce soir avec mes invités. Nous sommes toujours avec Jean-Claude Dacier et Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain. Nous sommes avec Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, philosophe, auteur de ce livre, Le virus qui rend fou, ce virus qui rend fou. On va en parler dans un instant. Et puis il y a aussi ce film qui sort demain en salle, Princesse Europe. On en parlera évidemment dans un instant. Mais d'abord la situation des policiers. Après les attaques du commissariat de Champigny, après que 2 d'entre eux aient été gravement blessés à Herblay il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a décidé de faire la transparence, de donner chaque jour des chiffres, les chiffres chaque mois en tout cas, des chiffres de la délinquance, saisie de drogue, saisie d'armes. On va l'écouter et puis la réaction des syndicats de policiers, notamment un syndicat indépendant de commissaires. Vous le savez, le trafic de drogue, pour nous, est l'alpha et l'oméga d'une très grande partie de la délinquance qui fait naître d'autres sujets, évidemment d'incivilité, de délinquance et de crimes qui sont commis, la traite d'êtres humains, le financement parfois du terrorisme, les cambriolages, les agressions avec violence, les atteintes aux biens, indépendamment d'être par ailleurs une grande mesure de santé publique, mais aussi de lutte contre les accidents de voiture qui, je le répète, reste la première cause d'accidents mortels dans notre pays, puisque 23% des accidents mortels de voiture sont dus au fait de consommer des stupéfiants. Qu'il y ait du mieux, vous savez, on était dans un tel état de clochardisation en termes d'immobilier, quand on voyait les commissariats vétustes dans lesquels nos collègues travaillent, dans lesquels on accueille le public, quand on voyait l'état des véhicules de chaque service, on part de très très loin, donc c'est pas très compliqué de faire mieux. Sauf qu'il faut être technique, je suis désolé, je vais être sur votre antenne. Les policiers d'abord, avec les 10 000 policiers qui ont été supprimés sous une certaine mandature, c'est compliqué de rattraper le retard, parce que vous savez que ceux que vous recrutez actuellement ne seront pas disponibles au moins avant 1 an. Et puis en plus, vous avez les départs à la retraite, vous avez les policiers qui arrêtent leur prolongation d'activité alors qu'ils peuvent partir à la retraite. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'en fait, les créations de postes, c'est pas des policiers en plus, c'est des policiers souvent qui remplacent soit ceux qui manquaient, soit ceux qui partent à la retraite. Donc c'est ça la réalité. Donc il faut recruter beaucoup plus de policiers si on veut faire des soldes positifs, ce qui n'est pas le cas actuellement. La situation des policiers en France, Bernard-Henri Lévy, vous la jugez comment? Ils sont exaspérés, ils ont été attaqués, ils le sont quasiment tous les jours, le nombre d'attaques contre eux est exponentiel et augmente tous les jours. Quand vous voyez les images de Champigny-sur-Marne, ce commissariat attaqué au tir de mortier d'artifice, qu'est-ce que ça symbolise pour vous de l'état de notre société? D'abord, je crois qu'ils n'ont pas tort d'être exaspérés. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des mois, ça fait même 1 an et demi qu'on a vu des policiers lynchés à l'Arc de Triomphe, qu'on a vu des policiers à qui des foules de manifestants hurlaient « suicidez-vous ». On les a vus pris à partie et menacés d'être brûlés vifs dans leur voiture. Il y a là quelque chose qui est terrible. Et c'est vrai, et je comprends leur exaspération, parce qu'il y a dans toute une partie de la population le sentiment que, je ne sais pas comment dire, qu'au fond c'est leur métier, qu'ils sont là pour ça. Non. Ces gardiens de la paix, ces autres hussards noirs de la République, comme disait Péguy à propos des instituteurs, ils méritent considération, ils méritent respect, et sûrement pas d'être harcelés par une partie de l'opinion comme ils le sont en ce moment. Jean Garrigue, c'est aussi votre avis sur l'état de... Totalement. Pour paraphraser un célèbre auteur, ils sont victimes de la barbarie à visage humain, mais toute proportion gardée.
Mais non, on voit très bien. Et d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy a raison de souligner qu'il s'agit d'une séquence. Ça n'a pas commencé il y a 2-3 mois. Et on voit bien que ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, d'une certaine manière, a quelque sorte libéré des pulsions. Ça fait sauter les digues. Oui, ça fait sauter des digues qui, alors, ont des origines évidemment beaucoup plus profondes, parce qu'il s'agit là d'une brutalisation de la société, de toutes les démocraties d'ailleurs, de toutes les sociétés démocratiques, qui est liée à une crise profonde. Mais simplement, le problème pour la police, c'est que les forces de l'ordre, c'est qu'elles sont en quelque sorte les boucs émissaires de tout ça. Elles se retrouvent entre le marteau et l'enclume comme dépositaires justement de toute de ce climat de défiance des citoyens vis-à-vis de l'État, et ce sont les policiers qui sont les victimes de ça. Et effectivement, là, on comprend très bien leur désarroi. Enfin, pas besoin de faire un dessin sur l'extrême fatigue qui les gagne, sur le manque de moyens. Mais tout ça, ce sont des problèmes qui datent qui sont endémiques. Mais véritablement, ils sont endémiques, mais ça s'accélère. Ça s'accélère. Endémique, mais c'est vrai que depuis 1 an et demi ou 2 ans, les choses prennent une tournure inquiétante. À mesure que le nihilisme gagne, dirait un philosophe, en effet, ils en sont l'une des cibles privilégiées. Et qui porte le nihilisme aujourd'hui? Alors, une partie de la classe politique, une partie de nos concitoyens? Oui, vous savez, quand le nihilisme gagne, c'est pas la classe politique, c'est pas les élites, c'est pas les journalistes, c'est en effet un peuple tout entier, ou des peuples qui sont gagnés par une espèce de fatigue de soi, une sorte de lassitude profonde, une lassitude des valeurs. On est dans une étrange époque où je ne suis pas sûr que les grandes valeurs démocratiques, les grandes valeurs libérales qui ont fait nos sociétés, qui ont fait la grandeur de l'Europe et qui ont fait la grandeur de la France, soient appréciées, je ne dis même pas révérées, comme elles devraient l'être. Donc tout ça produit une sorte de fatigue démocratique qui est le vrai mal de l'époque, une fatigue démocratique comme à d'autres époques de l'histoire de l'Europe. Et c'est un signe tout à fait inquiétant. Amine El-Khatmi, sur ces signaux effectivement qu'envoie le peuple français. Oui, ça s'accélère, vous avez raison. Les policiers font partie de ce que l'on appelle les premières lignes de la République, au même titre que les pompiers, au même titre que les enseignants, au même titre que les fonctionnaires en général qui représentent la République et qui sont au plus près du terrain. Vous avez parlé d'accélération. On voit effectivement que par rapport à la police, qui est sans doute de plus en plus présent, c'est pas simplement une volonté de s'en prendre à l'institution policière et à ceux qui l'incarnent sur le terrain, c'est une volonté de tuer. On veut tuer du policier. À Viry-Châtillon, lorsque l'on s'en prend à ce véhicule à coups de barre de fer, on veut tuer du policier. Lorsqu'en marge de cette manifestation à Paris, on jette un cocktail Molotov alors que se trouvent des agents de police dans la voiture, on veut les brûler vifs, on veut les tuer. Lorsqu'on lynche ces 2 policiers la semaine dernière, on veut les tuer. L'attaque contre ce commissariat, ils ont pu se mettre à l'abri, mais ils auraient pu être gravement blessés. Donc oui, il y a une volonté de s'en prendre aux policiers. Vous avez pointé tout à l'heure, en tout cas questionné la question de la responsabilité des politiques. Moi, je ne dis pas que ceux qui ont pris des mortiers écoutent les discours des responsables politiques. Mais enfin, lorsque vous êtes parlementaire, que vous prenez part à des manifestations sein de votre écharpe tricolore, élu de la nation, des manifestations où l'on entend « suicidez-vous », où l'on entend que la police assassine, où l'on entend que la police est raciste de manière systématique, lorsque vous discréditez l'institution policière en sous-entendant que la police serait une milice politique venant perquisitionner en disant qu'ils sont barbares. Qu'ils sont barbares, ou en venant perquisitionner les locaux de votre formation politique, et en sous-entendant que les policiers qui sont là sont à la solde du pouvoir. Lorsque vous montez en épingle les dérapages, il y en a eu pendant les Gilets jaunes, mais nous sommes dans un état de droit. Les policiers qui ont dérapé ont été rattrapés par la justice, par l'IGPN. Et donc, lorsque vous êtes responsable politique et que vous laissez sous-entendre finalement qu'il n'y aurait pas d'état de droit, que les policiers sont des miliciens, eh bien oui, de manière directe ou indirecte, vous contribuez à leur poser des cibles sur le dos. Donc oui, la responsabilité de ces politiques, à un moment, devra être engagée. Jean-Claude, un petit mot là-dessus. J'oserais peut-être, si vous le permettez, si Bernard-Henri Lévy le permet, exprimer un léger désaccord avec lui quand il parle d'une France libérale. Je crois que la France, au moins au plan économique, n'a jamais été un pays libéral. Au contraire, un pays fortement étatique
étatisé. L'État a géré à peu près tout dans ce pays, au moins depuis la guerre, je ne remonte pas au-delà. Mais sur le plan et des c'est valeurs c'est justement ça que nous sommes en train de payer. Et je dirais, comment l'État français a-t-il pu tolérer qu'on en arrive là et qu'on n'ait pas vu avant ce qui allait inéluctablement arriver à la police, à la justice, quand vous voyez qu'on se gargarise d'augmenter de 8% le budget de la justice. Mon Dieu, il va monter à 8,1 milliards. C'est formidable. Enfin, ça va permettre d'embaucher 800 ou 900 personnels supplémentaires. Ça ne va pas suffire. Vous vous tournez du côté de la santé, c'est le même refrain, si j'ose dire. Comment l'État qui a tout géré depuis, ou presque, et le capitalisme français, vous savez très bien qu'il n'a pas existé. Il était toujours main dans la main avec les responsables français. Comment a-t-on pu en arriver là, monsieur Bernard-Henri Lévy ? C'est d'une dose de libéralisme dont on aurait besoin. Moi, quand je parle de libéralisme, je ne l'entends pas au sens économique. Pour moi, les deux sont indissociables. Le libéralisme politique et le libéralisme économique sont indissociables dans la tradition des Lumières, dans la tradition libérale du XIXe siècle. Et l'une des plaies de la modernité récente, c'est justement qu'on est tenté de les séparer. C'est-à-dire que certains et commencer de nous dire, et nous disent avec beaucoup d'insistance, que libéralisme politique à la rigueur, mais libéralisme économique, ils n'en veulent pas. Les deux vont de pair. Et il y a en France une bataille qui dure depuis 2 siècles, qui est la bataille ou 2 siècles et demi, qui est la bataille des Lumières et des anti-Lumières. Ça, c'est une vraie bataille de fond qui dépasse les querelles politiciennes. Il y a des moments où les Lumières l'emportent et il y a des moments où les anti-Lumières gagnent. Et nous sommes dans un moment aujourd'hui où, je le crains, les anti-Lumières marquent des points. Sur la police, c'est très important. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est presque trop facile. Chaque fois qu'il y a une agression violente et avec volonté meurtrière sur un policier, on dit c'est la République qu'on assassine, c'est la France, c'est l'institution. Non, c'est aussi des femmes et des hommes. Mais c'est trop facile cette espèce d'abstractisation de la volonté meurtrière. Voilà, ce sont des hommes de chair et d'os qui sont pris pour cible, qui sont boxés jusqu'à ce que grande brutalité s'ensuive sur le pont Alexandre, etc. Donc voilà, et là, il y a des signes de désocialisation, de rupture de ce qui fait le pacte républicain qui vraiment doivent donner l'alerte. Ils doivent nous alarmer. On n'est pas loin du point de rupture ? Je crois qu'on est... Oui, et on n'est pas loin du point de rupture, oui, pour ces femmes et pour ces hommes, et pour ceux dont ils sont les gardiens, c'est-à-dire le lien social républicain. La République, c'est pas seulement les institutions, c'est une manière d'être ensemble. C'est une façon qu'ont les humains de faire que leurs passions cohabitent sans s'entre-déchirer. C'est une façon d'empêcher que l'homme devienne un loup pour l'homme, comme le disait un grand philosophe classique. Voilà, c'est ça la civilisation. Eh bien, je crois que dans les grandes démocraties libérales européennes ou états-uniennes, on n'est pas loin d'un point de rupture. Et on est tous à peu près à ce niveau-là de point de rupture, Jean-Garrigue, pour vous ? Écoutez, le point de rupture a déjà quelque part été atteint dans quelques démocraties devenues illibérales en Europe. Il a été atteint avec la montée en puissance ou l'élection d'un président populiste dont les valeurs sont pour partie complètement en négation avec ce que sont les grandes valeurs de l'humanisme et des Lumières dont parlait Bernard-Henri Lévy, aux États-Unis par exemple. Je ne parle pas de Bolsonaro et d'autres. Donc on voit très bien cette menace, parce que derrière tout ça, effectivement, il y a une crise profonde. Il y a une crise qui, à mon sens, est peut-être encore plus grave que celle des années 30. L'alternative des années 30, c'était des régimes totalitaires. Je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui, mais il y a d'autres alternatives et d'autres risques qui nous menacent. Par exemple ? Et je le répète, le risque de dériver vers des sociétés totalement communautarisées, populistes, avec justement des privations de liberté et des chaos dont on ne peut pas préjuger les conséquences. Mais je le répète, les policiers sont un des éléments. Le désarroi des policiers, c'est un des éléments de cette brutalisation de la société, cette hystérisation d'une société qui ne retrouve pas ses repères. Vous voyez, on a, et je termine
juste. On a commémoré, à mon sens insuffisamment, il y a quelques semaines, la naissance de la Troisième République. La Troisième République, c'est un modèle qui s'est édifié d'abord en référence à la Révolution française, aux valeurs des Lumières. Il y a eu un discours au Panthéon, la laïcité. Le discours des présidents, même si c'était un de ses meilleurs à mon sens, ça passe très très vite. Et la réflexion sur la manière dont les hommes de la Troisième République ont construit un vivre ensemble, ont construit un dessein républicain, c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait nous inspirer, parce que je pense que tout est à refaire. Tout est à reconstruire. Un tout petit mot avant la pause. Le rappel que vous faites sur le fait que ce sont des femmes et des hommes qui incarnent une institution, et que ce sont donc des femmes et des hommes qui sont attaqués, est très important. Parce qu'on voit bien une forme de légitimation de la violence contre la police dans un certain nombre de milieux d'universitaires, de sociologues, de politiques, qui finalement disent, en s'en prenant à la police, on s'en prend à la brutalité de l'État. Mais sauf que la traduction concrète de ces actes, c'est qu'on ne s'en prend pas à une institution de manière abstraite. On s'en prend à des hommes, à des femmes. C'est ce que je veux. Voilà, à leur intégrité physique. Et on voit bien d'ailleurs que ce discours ne tient pas, parce que si au nom d'une violence contre une autorité de l'État, de la violence de la police, on s'en prend à des policiers, au nom de quelle légitimité s'en prend-on à des pompiers, par exemple, quand des pompiers vont caillasser? Quelle est la justification? Quand des maires, on l'a vu cet été, sont prises un a même été tué il y a quelques mois, au nom de quelle violence, au nom de quelle légitimité justifie-t-on cette violence-là plutôt qu'une autre? Donc non, rien, jamais ne justifie que l'on s'en prenne à des individus. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline avec Bernard-Henri Lévy et nos invités. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline avec nos invités. Bernard-Henri Lévy nous fait le plaisir d'être là. Jean Garrigue, Amine El Khatmi, Jean-Claude Dacier. On évoquait la situation des policiers, le ministre de l'Intérieur qui tous les mois désormais va donner les chiffres de la délinquance. Il en a profité aussi pour parler de radicalisation, en tout cas d'école. Il a évoqué une école de Bobigny où des enfants étaient scolarisés avec des tenues islamiques. On va l'écouter, on en débat ensuite. Je voudrais particulièrement souligner aussi le travail, même si c'est pour le mois d'octobre, mais il a eu des rebondissements médiatiques. Et j'ai même parfois entendu des gens le critiquer. Et je voudrais remercier singulièrement le travail général de l'ensemble de l'administration de l'État qui agit en lien avec la police nationale sur ce point. L'exemple de l'école de fées de Bobigny, où une majorité d'enfants ont été retrouvés, non scolarisés, inscrits dans aucun système scolaire, dans une sorte d'établissement qui ne disait pas son nom, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre dans tous les lieux où étaient les enfants, évidemment aucune condition sanitaire, des pédagogues qui n'étaient évidemment pas diplômés, pas de cours de récréation, et des enfants de 2 à 6 ans qui tenaient des tenues religieuses, notamment des petites filles. La loi nous permettra demain, celle qu'évoquée par le président de la République, de la fermer sur des fondements qu'on pourrait appeler de fondements séparatistes. Seuls les ERP et les restrictions sanitaires ont permis au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin à cette école de fées qui était manifestement contraire à la protection élémentaire de l'enfance et bien sûr aux lois de la République. Bernard-Henri Lévy, seulement les protocoles sanitaires ont permis réellement de fermer cette école où les petites filles de 2 à 6 ans étaient entièrement voilées. C'est pas un aveu total d'impuissance de l'État français ? Il y a ça. Et puis il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que le grand principe français d'école laïque et obligatoire, il est quand même battu en brèche depuis quelques mois par les protocoles sanitaires. Il y a, depuis le mois de mars dernier, un début d'accoutumance de notre peuple à l'idée qu'au fond, on pourrait apprendre à distance, que l'école pourrait n'être plus le lieu unique de la scolarisation et de la socialisation, qu'on pourrait apprendre à distance. Donc on est là aussi sur un terrain très très inquiétant. Je me rappelle au mois d'avril ou au mois de mai, un responsable politique français important, Jean-Luc Mélenchon, disant, au moment où il était question de savoir si on allait réouvrir les écoles avant les vacances ou non, qui a dit sur une chaîne de télévision, « Moi, si j'avais des enfants, je ne suis pas sûr que je les scolariserais ». Voilà un propos grave, anti-républicain, qui enfonce un coin dans ce pilier de la République qui est l'école laïque et obligatoire. Alors après... Venant de la part d'un ancien enseignant. Venant de la part d'un ancien enseignant, venant de la part d'un républicain proclamé, venant de la part d'un sénateur, voilà, de quelqu'un qui a dit face à un policier, la République, c'est moi, et ainsi de suite. Bien. Donc, ça. Après,
En effet, on trouve on découvre, et c'est même incroyable qu'il faille ces circonstances pour le faire, des exemples comme celui dont il vient d'être question là, et qui sont inacceptables. Toute forme de propagande extrémiste, radicale en France n'est pas doit être interdite. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire non pas l'école obligatoire, mais l'instruction qui est obligatoire? Est-ce qu'il faut interdire à des familles, je crois qu'il y en a beaucoup, plusieurs dizaines de milliers, qui instruisent eux-mêmes leurs 50 enfants? 000. C'est ce qu'a dit le président Macron. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'à partir de 3 ans, tout le monde va à l'école et qu'on n'accepte plus cet enseignement? C'est un des acquis de la Troisième République dont nous parlions tout à l'heure. En effet, cette idée très simple qu'une des manières de lutter contre l'injustice sociale, contre l'inégalité des classes, c'est en effet ce brassage. Alors autrefois, il y avait le service militaire. Et puis, il y avait l'école laïque obligatoire. Absolument. C'est la seule chance, alors elle n'est pas parfaite, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est la seule chance qu'ont les enfants de classes sociales défavorisées d'avoir leur chance et d'avoir des itinéraires de vie qui les fassent sortir de ce qui leur est présenté comme un destin. Donc, bien sûr, il est anormal, compte tenu de ce qu'est la République française, qu'il y ait encore des dizaines de milliers d'enfants qui soient l'objet de ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le homeschooling, qui est une pratique non républicaine. Bon. Oui. Jean Garrigue. Qu'ajouter à ça, c'est exactement ce que je voulais dire, et rappeler que cette fameuse Troisième République qui avait créé ce vivre ensemble républicain en s'appuyant précisément sur l'école. Alors si on fait l'inverse aujourd'hui, on va pas dans le bon sens. Et il y a déjà une quinzaine d'années, on avait publié un ouvrage qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Et dans le système scolaire, on voit très très bien comment, peu à peu, la République, ses valeurs d'intégration, ses valeurs de laïcité, perdent du terrain. Et c'est un problème. C'est un problème que une partie de la gauche bien pensante n'a pas souhaité traiter très clairement. Et là, il y a une responsabilité de nos élites, de nos intellectuels, d'une partie de nos politiques. D'autres qui détectaient et mettaient l'accent sur ces problèmes-là se faisaient aussitôt traiter de réactionnaires ou de conservateurs pour le moins. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut ou d'islamophobe. Voilà. Donc je pense qu'il y a véritablement... et je trouve que la décision au moins de demander à partir de 3 ans l'éducation, enfin l'instruction obligatoire à l'école, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Amine El Khatmi, des petites filles de 2 à 6 ans entièrement voilées. On est en France en 2020, c'est totalement interdit. C'est insupportable, évidemment. Et il y a 50 000 enfants qui sont concernés. Parmi eux, une minorité de... Pas tous voilés. Non, évidemment pas tous voilés. Une minorité d'eux sont à domicile pour des raisons de santé. Donc évidemment, dans ce cas-là, il n'est pas question de remettre en cause. Mais j'entendais des familles qui protestaient, notamment des familles catholiques, qui disaient « Mais moi, je ne comprends pas que, au nom d'une volonté légitime de lutter contre le séparatisme islamiste, la République vienne à l'encontre de ma liberté comme parent de vouloir donner des cours à mes enfants. » Mais à un moment donné, la liberté comme parent, elle s'arrête aussi là où commence l'intérêt de l'enfant. Et la République, son devoir, sa responsabilité, c'est aussi, et peut-être même d'abord, au-delà de la liberté parentale, de s'intéresser à l'intérêt de l'enfant. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Quelle sera la citoyenne de demain que cet enfant d'aujourd'hui, qui a 3 ans ou 4 ans, est enfermé chez elle, voilé, à un enseignement dont il imagine qu'il n'est pas totalement compatible avec les critères que sont ceux de la République? Quels seront les citoyens de demain que les enfants d'aujourd'hui, à qui l'on apprend que la foi, la loi de Dieu est supérieure, prime sur la loi de la République? Est-ce que, au nom de la conception que l'on se fait du commun républicain, pour reprendre une expression chère à Laurent Bouvet, au nom du commun républicain, est-ce qu'on peut questionner ce que seront ces citoyens de demain? On a le droit de le faire et la République a le droit de poser des limites. Et oui, des enfants, leur place n'est pas à la maison, leur place est dans l'école de la République. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qui fait ce commun républicain aujourd'hui dans notre pays? C'est la liberté, l'égalité, la fraternité et la tentative de les penser et de les vivre ensemble. Le commun républicain, c'est de refuser de choisir l'un contre l'autre. Voilà, c'est de refuser les faux débats de la liberté contre l'égalité et ainsi de suite.
Par ailleurs, sur la question de l'éducation à domicile, il y a cet argument-là, bien sûr. On ne peut pas accepter que des enfants soient endoctrinés dans l'idée qu'il y a une loi au-dessus de la loi sociale et républicaine. Mais c'est une question de principe. On sait, depuis la République de Platon jusqu'au texte de Sigmund Freud, que la famille a beaucoup de vertus, elle joue un très grand rôle dans l'éducation des enfants, mais que ça n'est pas le bon lieu pour l'enseignement. C'est une question fondamentale. Il y a, pour l'enseignement des enfants, il y a des lieux, il y a des maîtres, il y a des régimes de transmission, il y a des liens qui se font entre les petits. Et cela doit être absolument préservé si l'on veut qu'une république fonctionne. Je crois que vous avez totalement raison, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer que beaucoup de professeurs, hommes ou femmes, ont fait le choix justement de garder leurs enfants à la maison et de les éduquer eux-mêmes. C'est leur métier. Eh bien, je crois... Oui, mais vous savez, de même qu'un médecin n'est pas toujours le mieux indiqué pour soigner un proche, de même qu'un... Voilà, je ne suis pas sûr que de bons enseignants soient les mieux à même d'élever leur enfant. C'est un phénomène important. Bien sûr, mais c'est une erreur fondamentale. J'ai été professeur moi-même et je sais que le professeur à domicile, le professeur de son foyer n'est pas nécessairement le bon professeur dans l'amphithéâtre, ni l'inverse. Voilà. Ce sont des fonctionnements, des manières de tenir une parole qui ne sont pas les mêmes. De même que le bon politique n'est pas nécessairement le bon spécialiste de tel ou tel métier. Voilà. Donc il faut vraiment tenir à cette idée-là. Et la République, ça veut dire, même si des gens crient à l'élitisme et ainsi de suite, la République, ça veut dire que la politique est une vraie instance qui a sa singularité. Ça veut dire qu'être un enseignant, c'est pas juste être un gardien d'enfants. Qu'une école, c'est pas juste une garderie. Ça veut dire que la famille, elle est faite pour dispenser de l'amour. Elle n'a pas le monopole de la transmission du savoir. C'est tout ça, la République. C'est quelque chose de complexe. Au nom de l'égalité des chances, justement. Et au nom, mais naturellement, parce que là, il y a une discrimination. Au nom, enfin, vous voyez bien qu'entre l'enfant d'une famille aisée, cultivée, etc., et puis un enfant d'une famille plus défavorisée, pratiquant mal, peut-être encore, l'inégalité va devenir grandissante. Et galopant. C'est jouer la carte de la discrimination et c'est l'accentuer. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de cette République idéale? Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est important de le dire et de le répéter, voilà, de manière tout à fait ferme, y compris aux familles dont vous parliez tout à l'heure et qui ne comprennent pas qu'elles puissent être elles aussi l'objet de ce principe qui vient d'être rappelé par le président de la République. Juste un petit complément qui vient d'une expérience d'enseignant du supérieur que je suis, où nous avons constaté, avec une volonté alors commune de la plupart des enseignants du supérieur, justement d'enseigner en présentiel et de refuser le télétravail, en tout cas d'essayer de refuser au maximum le télétravail, mais en constatant évidemment que les décrocheurs parmi nos étudiants étaient ceux qui étaient issus des catégories les plus défavorisées, qui avaient le moins de moyens de suivre cet enseignement à distance, et donc que la pandémie, comme d'ailleurs dans tous les secteurs, creusait ces inégalités sociales. Et en même temps, disloquait ce lien commun, ce bien commun qu'est l'enseignement. Oui, si on fait le couvre-feu, je suis totalement d'accord avec ce que dit Jean. On l'a vu, c'est dans les quartiers politiques de la ville que les taux de décrochage ont été les plus difficiles. Dans les écoles REP, c'est là que les pourcentages ont été les plus forts d'élèves qui ne sont pas revenus, qu'on a perdus après le déconfinement, qui, y compris à la rentrée de septembre, n'étaient pas revenus en classe. Donc, c'est pas simplement un enjeu éducatif, c'est aussi une question d'égalité, c'est aussi une question de justice sociale. Par ailleurs, rapidement sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, sur il y a des enseignants qui gardent leurs enfants chez eux. L'école, c'est pas qu'une question pédagogique, c'est aussi là que l'on se crée des liens, c'est aussi là qu'on se confronte à l'autre, c'est aussi là qu'on se fait des amis, c'est aussi là qu'on découvre un certain nombre de choses de la vie, qu'on construit un réseau. Alors pas forcément à l'école primaire, quoique, mais on va pas à l'école que pour apprendre. Et donc l'idée que l'on puisse
garder des enfants à la maison en disant mais le contenu pédagogique est assuré parce que les parents sont instituteurs ou enseignants, c'est un argument qui ne tient pas. On n'éduque pas que de futurs cerveaux, on éduque aussi de futurs citoyens, des gens qui vont avoir des relations sociales, qui vont être des citoyens dans la communauté, et c'est important qu'ils puissent le vivre dès le plus jeune âge. Comme le disait Bernard-Henri Lévy, d'autant plus important qu'on a supprimé, il y a quelques années maintenant, le service national, qui était ce creuset oui, mais on ne va pas y revenir 100 fois, c'est fini. Non, mais il était question de créer quelque chose de ressemblant. Sous une autre forme. Un mot sur ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer ce matin, Bernard-Henri Lévy, à propos de l'enseignement de l'arabe à l'école. Parce qu'il dit que c'est mieux d'apprendre l'arabe à l'école plutôt que dans des écoles sauvages ou dans des caves, comme on l'a vu à Bobigny. Est-ce que c'est une bonne chose d'apprendre l'arabe au même titre qu'on apprend le russe, le chinois ou le latin ? Naturellement. Apprendre l'arabe, apprendre l'hébreu, apprendre le chinois, voilà des bons et beaux gestes pédagogiques, des enrichissements de savoir, naturellement. Il y a tout l'enjeu de cette crise actuelle dont on parle, c'est précisément de séparer. La lutte contre le séparatisme, c'est aussi une lutte pour permettre, à l'inverse, de séparer le bon grain et l'ivraie. C'est-à-dire la majorité des musulmans de France qui sont des républicains conséquents, qui sont des amis des Lumières, de cette minorité de salopards qui sont des extrémistes, des djihadistes ou des terroristes en puissance. Donc il faut les dissocier. Apprendre l'arabe comme tel, c'est magnifique. Et ça permettra précisément justement de déstigmatiser, de dissocier, de séparer la majorité de nos concitoyens qui se reconnaissent dans l'islam et dans un islam pacifique et démocratique, de ceux qui font de l'islam une machine de guerre contre les Lumières. Jean-Claude, d'accord avec ça ou pas? Non, j'étais pas de cet avis. Je n'ai pas changé d'avis d'arabe depuis hier ou avant-hier. Je considère que dans l'état actuel du pays, avec les tentatives identitaires et communautaristes qui nous fracturent de manière très profonde, ce n'est peut-être pas le moment d'installer ou d'instituer un apprentissage de l'arabe. Quand j'entends tellement de voix venant des banlieues ou d'ailleurs, c'est pas le problème, mais parler un français plus qu'approximatif, je pense que s'il y a un plan Marshall de l'éducation à bâtir, c'est pas incompatible. Je dis pas que c'est incompatible, je dis qu'à l'heure actuelle, c'est mon sentiment, il est peut-être erroné. Je dis que nous sommes fracturés et la tentation d'une fracture communautaire est telle que c'est peut-être pas le moment. Je peux me tromper. Mais enseigner l'arabe à ceux qui le veulent, non pas comme une langue communautaire, mais comme une grande langue de culture et de civilisation, croyez-moi, c'est une bonne arme contre les séparatismes et contre l'imbécilité indigéniste. Voilà. Et ce n'est pas de raison, il n'y a pas de raison de considérer que cette langue, parce qu'elle est évidemment porteuse, non pas porteuse, mais qu'elle est identifiée au séparatisme, ne va pas justement être... Des séparatistes d'ailleurs qui généralement le parlent mal, qui le lisent mal, qui l'interprètent mal, qui n'en goûtent pas les richesses, et ainsi de suite. Donc l'enseigner avec noblesse et générosité, mais oui, bien sûr. À condition d'être sûr des enseignants. À condition que les enseignants, en effet, sortent et reviennent au creuset républicain qui a fait la grandeur de l'enseignement français. Oui, on a construit, alors sous la Troisième République, on a construit justement autour de l'apprentissage du français, de langue française, face aux différents patois et langues régionales. Mais aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer cette partie de nos concitoyens très importante qui porte cette langue et justement de les séparer de ceux qui veulent se séparer de la République. Voilà. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument appuyer. Un tout petit mot là-dessus. Il n'y a aucune incompatibilité entre un apprentissage de la langue française et l'apprentissage de la langue arabe. Apprendre l'arabe littéraire, c'est ouvrir ces jeunes à un patrimoine culturel, musical, littéraire, formidable. Et puis, franchement, quand on veut lutter contre le séparatisme et le communautarisme, moi, entre savoir des enfants dans des caves
caves, dans des maisons sans fenêtres, entre des mains de cerveaux tordus qui vont leur, sous prétexte d'apprentissage de l'arabe, leur mettre des idées pourries dans la tête et les savoirs dans les écoles de la République formés par des enseignants républicains qui sont contrôlés par des inspecteurs avec un contenu pédagogique qui est vérifié, décidément et sans hésitation, je préfère dans les écoles que dans les caves. Je ne peux rien contre cette comparaison qui sert votre thèse, mon cher ami. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler du couvre-feu. Ça s'annonce costaud d'après nos informations. Le couvre-feu qui sera sans doute annoncé demain par le président de la République à propos de la pandémie de Covid. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline avec nos invités. Nous sommes avec Bernard-Henri Lévy, Jean Garrigue, Amélie Katmi, Jean-Claude Dacier. On va parler des mesures de restriction qui seront annoncées demain, sans doute par le président de la République. Veillée d'armes aujourd'hui, tous les ministres sont réunis. Concernés, Conseil de défense ce matin. Et il y a beaucoup d'incertitudes. On parle d'un couvre-feu très strict, comme il existe en Guyane pour un certain nombre de régions. Et il y a aussi cette colère des restaurateurs, de ceux qui ont des discothèques, des bars, qui ne comprennent pas qu'ils soient toujours pénalisé. On est avec Jeanne Cancard qui se trouve gare Saint-Lazare, avec Jean-Laurent Constantini. Jeanne, il y a un nouveau mouvement de protestation, c'est bien cela ? Oui, Laurence, il y a à la fois des restaurateurs, mais aussi des gérants de bars ou encore des traiteurs qui sont venus ici pour dénoncer une nouvelle fois les mesures prises par le gouvernement. Autre crainte qui se dessine à l'horizon pour eux, c'est l'instauration d'un couvre-feu. Vous en avez parlé, ce couvre-feu qui pourrait être mis en place ici à Paris, un couvre-feu qui pour eux serait synonyme de faillite pour certains, de faillite de restauration, puisqu'ils nous expliquent que si le couvre-feu est instauré à 20h, ils vont perdre la majorité de leur chiffre d'affaires. Mais si le couvre-feu est plus tard, par exemple à 23h, là encore c'est le flou, puisque est-ce que ça veut dire que 23h, tous les clients, tous les salariés doivent être rentrés chez eux? Dans ces cas-là, en fait, ça voudrait dire que le restaurant fermerait ses portes bien avant 23h. Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse, puisque ce couvre-feu n'est qu'une hypothèse, mais qui pour eux pourrait être synonyme, pourrait signer l'arrêt de certains restaurants ici en Ile-de-France. Effectivement, merci beaucoup Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantini sur place. Le couvre-feu, d'abord dans la sémantique, Bernard-Henri Lévy, ça a un sens. On n'emploie pas ce mot n'importe quand on est en guerre, quand on est dans des émeutes, 2005, quand on est en période de menace terroriste. Est-ce que le couvre-feu, vous avez publié, je le rappelle, ce livre, Ce virus qui rend fou, c'était au mois de mai, vous étiez sans doute un peu visionnaire. Est-ce que, encore une fois, c'est la bonne mesure à prendre? Vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas médecin, mais néanmoins, est-ce que les Français sont prêts à accepter un couvre-feu? Je ne suis pas médecin, mais en revanche, je suis philosophe et puis j'essaye d'être attentif au sens et à la mémoire des mots. Et je pense que couvre-feu, c'est une erreur pour deux raisons. Un, parce qu'une épidémie, ce n'est pas une guerre. Un virus, ce n'est pas un ennemi. Une pandémie, ça n'est pas le terrorisme, c'est autre chose. C'est tragique, c'est justiciable de traitements implacables. Enfin, c'est du ressort de la médecine. On n'est pas dans l'art de la guerre et on n'est pas dans une situation de guerre. Donc il y a là, je trouve, une confusion sémantique qui contribue, comme je le disais dans ce petit livre, à rendre les gens fous. Et puis, il y a aussi la mémoire des mots. Il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui ont l'âge d'avoir connu des couvre-feux très anciens. Couvre-feu peut-être s'ils sont quasi centenaires au moment de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils étaient enfants. Couvre-feu pendant la guerre d'Algérie. Là encore, c'est dur de tout mélanger ainsi, de provoquer ce carambolage dans les têtes et dans les mémoires. Et je crois que là encore, pour la construction d'un peuple, pour sa manière de se tenir dans l'être, il y a quelque chose là d'extraordinairement malsain. Et d'une façon générale, je trouve, je l'ai dit en effet dans ce livre dès le mois de mai dernier, la manière dont on crée la peur, la manière dont on se fait peur, la manière dont on cède à la peur, la manière dont on mélange tout, la manière dont on vit cette épidémie comme si elle était la plus grande catastrophe qui soit arrivée à la France depuis un siècle, il y a là quelque chose de terriblement malsain. Voilà. Parce qu'on confond tout, on met tout au même niveau, alors qu'on a vécu des événements absolument dramatiques. Vous évoquiez la Seconde Guerre mondiale. Oui, on met tout au même niveau. Et surtout, je veux dire, la sagesse, ça consiste à
à séparer, ça consiste à établir des nuances et de la complexité. Cette pandémie, elle est gravissime. Mais il y a eu des épidémies beaucoup plus graves, y compris de mémoire de certaines femmes et certains hommes d'aujourd'hui. Le Covid, c'est une crise terrible. Il y a d'autres manières de mourir que de mourir du Covid. Et il y a aujourd'hui des malades. Il y avait dans la première phase de l'épidémie qui n'osaient pas aller à l'hôpital et qui cuvaient leur cancer, parvenus à une phase grave parce qu'ils n'osaient pas aller à l'hôpital. Il y a la santé d'une personne et la santé d'une société, c'est quelque chose de global. C'est pas seulement un virus en visite dans un corps et qu'il faudrait extirper. C'est quelque chose de complexe qui mobilise tous les organes, qui mobilise la manière d'être au monde en même temps que la manière d'être dans son corps. Et il y a aujourd'hui une façon de tout simplifier, de traiter tout cela au bazooka de mots simples et de mesures chocs qui, je crois, font plus de mal que de bien. Alors que les médecins soignent, ça c'est magnifique. Et on a raison de dire que ce sont des héros du quotidien. Mais enfin, les politiques ne sont pas des médecins. Les commentateurs et les journalistes ne sont pas des médecins. Les intellectuels ne sont pas des médecins. Leur responsabilité est de dire que une société normale et civilisée, c'est une société où on est en bonne santé, mais où on est libre. C'est une société où il faut tenter d'arbitrer le rapport entre les deux, où il faut tenter de prendre la mesure de ce à quoi on renonce quand on accepte un couvre-feu. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et je trouve qu'elles sont insuffisamment posées ou qu'on y répond de manière extraordinairement hâtive et donc très dangereuse. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on caricature tous les gens qui ont tenté de faire entendre une voix médiane assez raisonnable, ce qu'on appelle les rassuristes? C'est un mot que je n'aime pas du tout. Mais encore une fois, on cloue au pilori certains médecins pour avoir dit certaines choses, certains penseurs pour avoir d'autres. Est-ce qu'il faut stigmatiser ceux qui ont tenté de rassurer la population qui est totalement paniquée? Écoutez, je crois que le b.a.-ba de l'éthique médicale et probablement même du serment d'Hippocrate, c'est même dans les situations graves, même face à des malades désespérés, c'est de leur donner de l'espoir. On le sait tous, on a tous eu autour de nous, ou parfois dans notre propre chair, à affronter des maladies graves. On commence par dire qu'il faut donner le moral, qu'il faut donner de l'espoir, qu'il faut permettre aux gens de se battre. Alors c'est vrai qu'on ne leur permet pas de se battre quand on les fait vivre dans cette espèce d'effroi, dans cette chape de peur et de terreur. Alors elle vient d'eux, c'est pas juste, ça n'est pas du tout même un pouvoir complotiste qui voudrait arraisonner les foules. Il y a en effet cette peur irraisonnée, mais je trouve noble et beau parfois, souvent, d'entendre sur vos plateaux des médecins qui tentent de rassurer une population apeurée. C'est leur rôle. Il faut soigner. Et puis il faut rassurer, il faut être exigeant sur les protocoles de soins, et puis il faut donner de l'espérance, sinon c'est la fin de tout. C'est le principe de la médecine. Donc je trouve en effet tout à fait injuste ces réactions dont vous parlez. Je lis ça, les rassuristes, le professeur Toubiana et d'autres, c'est très injuste. Jean Garrigue, un petit mot? Je serais un tout petit peu plus modéré dans mon soutien à ceux qu'on appelle injustement les rassuristes, de manière caricaturale les rassuristes, parce que il me semble que certains d'entre eux ont un peu trop sacrifié aux lumières de la célébrité médiatique, quel qu'il soit d'ailleurs. Les autres, mais les autres aussi. Les autres ont sacrifié. C'est ce que j'allais dire. Aux lumières de la célébrité médiatique aussi. Ils ont tous eu leur quart d'heure warolien. Exactement. Bon, professeur Delfrécy et d'autres. Et leurs affrontements ont contribué à cette atmosphère anxiogène, de la même manière que ce qu'on nous infligeait au moment du confinement, cette cérémonie rituelle du soir où on voyait le nombre de morts, etc. Salomon. Incontestablement, dans la gestion politique de cette crise, il y a un déficit, je dirais, d'empathie, d'encouragement à la population. Et on a baigné dans un climat qui est certainement beaucoup trop anxiogène par rapport à ce que doit être le rôle de stimulation
mobilisation d'un peuple, y compris dans les guerres. Au moment de la Première Guerre mondiale, si vous regardez les discours d'un Clémenceau, par exemple, il est en permanence en train de dire, au cœur même des difficultés de l'année 1917, il est en permanence en train de dire, mais ne vous inquiétez pas, on va gagner la guerre, ce qui était à l'époque une vraie guerre. Et vous avez raison. Alors, vous voyez, ce langage militaire, ce langage guerrier n'est pas applicable à la pandémie. Et je le répète surtout, cette idée que le pouvoir politique et d'ailleurs les médecins en premier lieu, le pouvoir sanitaire, devrait être dans une perspective beaucoup plus positive que ce qui nous est proposé. Alors, cela dit, il y a une chose, au moins un point positif, c'est que les Français commencent à comprendre qu'il n'y a pas de communauté médicale, parce qu'il y avait une tentation, une sorte de relation magique à la médecine au début de cette épidémie. Les sachants savent. Écoutons les sachants. Aujourd'hui, on sait, et c'est la vérité, que la médecine est un théâtre d'affrontement d'hypothèses, que les médecins, quand ils cherchent, ne signent une armistice qu'en tenant de l'autre main leur mitraillette expérimentale, et que c'est ainsi que marche la médecine, et que c'est ainsi que marche la science et la recherche. Heureusement, la recherche, à toute chose, malheur est parfois bon, et il y a au moins eu cette espèce d'apprentissage de la complexité de la science et de la recherche qui a commencé de passer. Jean-Claude, couvre-feu, ça vous inspire assez? S'il le permet, je suis prêt à signer chaque mot de notre ami Bernard-Henri Lévy, ceux de Jean aussi d'ailleurs. Je partage pleinement ce sentiment que le mot couvre-feu, intervenant de manière, sortant d'on ne sait pas trop où, avec une volonté sans doute de nous inquiéter, je veux encore croire, alors qu'il est, tant pis, je mangerai mon chapeau demain. Mais je veux croire encore qu'il est agité, ce fameux couvre-feu, pour nous faire passer quelques autres mesures restrictives. Mais lesquelles? Quelques horaires peut-être, quelques volontés de mieux tenir les... Que sais-je? Et on nous dit de prendre des vacances à la Toussaint et de réserver pour les hôtels. Alors ça fait partie des chemins de traverse pris par un secrétaire d'État qui nous a conseillé de nous dépêcher de retenir pour les vacances. Donc s'il nous annonce en effet qu'à partir de lundi ou dimanche, couvre-feu général... Bon, je suis têtu, je partage le sentiment de Bernard-Henri Lévy, je ne veux pas croire, parce que ça n'a pas de rapport avec la situation que nous connaissons. Je sais bien que la mort est devenue un scandale aujourd'hui, qu'on ne l'accepte plus, qu'il nous faut des boucs émissaires, ou qu'il nous faut agiter des choses dans les médias qui fassent peur à la planète. C'est pas une bonne action. Qu'on prenne les mesures qui conviennent. Moi, je suis plutôt prêt à écouter les médecins qui sont non pas des rassuristes, mais qui disent que, certes, c'est préoccupant, il y a davantage de tests positifs, c'est normal, on en fait 1 200 000 par semaine, mais que néanmoins, dans les hôpitaux, on continue de gérer. Si je me suis trompé, je ne suis pas médecin. Si je me suis trompé, je battrai ma coulpe et je reconnaîtrai et je ne parlerai plus jamais de ces questions. Mais si, vous en parlerez encore. Aminel Khatmi. Oui, c'est important sur la communauté médicale. C'est vrai que la controverse scientifique est aussi vieille que la science, sauf qu'elle était une histoire d'initiés, de gens qui lisaient des revues scientifiques très pointues, et nous autres qui ne sommes pas médecins, on allait rarement lire des revues scientifiques très pointues. Et donc a éclaté aux yeux de l'opinion publique, effectivement, le fait que des médecins pouvaient ne pas être d'accord entre eux, pouvaient avoir une interprétation différente d'un même fait, Et là où l'inquiétude est née, c'est que nous avons vu le pouvoir politique remettre finalement les mains, le destin du pays entre les mains de scientifiques. Écoutons ceux qui savent. Exactement, écoutons les scientifiques. Et donc l'inquiétude, ça s'appelle un abus d'autorité. Écoutons ceux qui savent. Quand on n'est pas sûr qu'ils sachent, cela s'appelle un abus d'autorité. Et il y avait déjà là le germe de l'erreur. Et donc l'inquiétude des Français, elle naît du fait que on voit un pouvoir politique qui, face à l'inconnu, face à une situation extraordinaire, s'en remet finalement aux décisions de scientifiques dont on apprend après coup qu'ils ne sont pas d'accord après coup. Et donc les Français sont fondés à avoir une inquiétude légitime sur mais comment on prend des décisions alors qu'ils ne sont pas d'accord. Et dernier point, très brièvement, sur le fait de donner l'espoir. C'est vrai, quand des gens tombent malades,
on dit que la maladie se guérit aussi par le moral, par la tête, par l'esprit, par l'envie de se battre. Et en même temps, Bernard Tapie en est une illustration éclatante. Et en même temps, on a parfois, si je puis me permettre, moi j'entrerai pas dans le débat rassuriste, alarmiste, etc. Je trouve ça absurde. Mais on a parfois eu le sentiment chez un certain nombre de médecins ou de professeurs, de scientifiques, qu'il y avait pas la volonté de masquer la réalité, mais presque une forme de déni en disant il n'y aura pas de deuxième vague, ça se passe bien. Et on voit bien quand même dans les faits, la réanimation en Ile-de-France est à 70%, on voit bien qu'on manque de personnel, on voit bien les inquiétudes. Martin Hirsch... Elle est à 70% aujourd'hui 70 La capacité en Ile-de-France en réanimation est autour de 70%. Les déclarations de Martin Hirsch de la PHP, on voit bien les menaces sur les vacances des personnels qui seraient remise en cause. Donc, donner de l'espoir, et effectivement, c'est le responsable du politique de dire on va s'en sortir, nous sommes confrontés face à une difficulté, mais on va l'affronter. Et en même temps, ça ne doit pas être le déni ou la négation d'une réalité qui est vécue sur le terrain. Le couvre-feu, Bernard-Henri Lévy, il est déjà en place en Allemagne, dans certaines villes, et dans d'autres villes d'Europe. Dans 3 villes. Voilà, encore une fois, la réponse européenne face à cette pandémie, elle est en ordre totalement dispersé. Pas d'Europe de la santé, on le sait évidemment. Ils se sont mis d'accord, là, visiblement, les Européens, sur les mesures sanitaires appliquées aux voyageurs qui arrivent dans leur pays. Mais c'est à peu près tout. Tout le reste est absolument cacophonique. Oui, et on verra le moment venu, d'ailleurs, qui avait raison. Moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'en sais rien. Il y a des pays qui n'ont jamais confiné, par exemple, et qui sont souvent ceux qui sont sortis le mieux, en Asie par exemple. Il y a des pays qui ne pratiqueront pas, si tant est qu'il s'applique en France, ce couvre-feu. On verra. Pour l'instant, c'est vrai que les responsables politiques sont dans le brouillard, et ça, il faut le comprendre, et il faut l'admettre. Et il y a d'ailleurs... Là encore, de la part de nos concitoyens, il y a une espèce de demande d'omniscience adressée aux États qui est un peu absurde. C'est-à-dire que nous faisons, en Allemagne, en France, partout, nous faisons comme si l'État était coupable de ne pas savoir, ou comme s'il était coupable de ne pas avoir imaginé, ou comme il était coupable de ne pas avoir anticipé. Mais il s'occupe de tout depuis 40 ans, Bernard-Henri Lévy. Mais l'État, ce sont des femmes. Ce sont des femmes et des hommes, comme nous, comme les médecins, qui tâtonnent, qui essaient, qui se trompent, qui reviennent sur leurs erreurs. Et comme je n'aime pas que l'on traite les peuples comme des enfants, je n'aime pas l'infantilisation, après tout, que les peuples s'avisent de cela, qu'ils s'avisent du fait que la communauté scientifique n'a de communautaire que le nom, ben c'est peut-être pas plus mal. Pour l'éducation, pour l'élévation d'une communauté citoyenne, ben, il y a peut-être quelque chose de pas si mal. Sauf à penser que les peuples sont des enfants, qu'il faut leur envoyer, qu'il faut se transformer en marchands de sable, leur vendre des illusions, siffler la fin de la récré, ou leur interdire le relâchement. Voilà, il y a deux conceptions du rapport des gouvernants à des peuples. Moi, je suis pour une conception adulte. Et nous, on n'a pas tranché encore dans notre pays. On n'a pas tranché. J'espère qu'on tranchera dans le sens que disait Jean-Claude Dacier. J'espère que ces rumeurs qui vous arrivent, apparemment, sont des rumeurs infondées. Et que... Vous seriez choqué d'un couvre-feu dans notre pays? Ben oui, naturellement, je serais. On verra ce que. Encore une fois, le mot même pour les fameuses personnes à risque, les plus âgées de nos concitoyens, hein, le mot même est une brûlure, le mot même est un souvenir d'infamie. On ne joue pas avec ça, on ne joue pas avec la mémoire d'un grand pays. Couvre-feu, non. Même en 2005 d'ailleurs, quand Dominique de Villepin avait décrété le couvre-feu dans les banlieues, au nom, en ressuscitant une loi prise dans l'urgence au moment de la guerre d'Algérie, je trouvais que de la part d'un État responsable, républicain, ayant le monopole légitime de la force, c'était probablement pas la chose à faire. Voilà, on a besoin aujourd'hui de gouvernants qui aient du sang-froid, voilà, et qui sachent que les mots peuvent être de la dynamite. Jean Garrigue. Oui, du sang-froid et je dirais une sorte d'honnêteté, de transparence. Je crois que c'est Mendes France qui disait « La France peut supporter la vérité ». Je pense que l'une des erreurs de ceux qui nous gouvernent depuis le début de la pandémie a été de ne pas reconnaître qu'ils ne savaient pas
et qu'ils auraient à gouverner peu à peu par réaction vis-à-vis d'une évolution de la pandémie que les experts, les sachants dont on parlait tout à l'heure, eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Donc je pense que jouer ce jeu de la vérité dans une démocratie mature, surinformée comme la nôtre, même si parfois cette surinformation, elle aboutit à une cécité, je pense que ça aurait été un jeu beaucoup plus compréhensible par les Français, plutôt que d'avoir une forme de, justement, vous en parlez tout à l'heure, d'omniscience, d'impression de l'omniscience de l'État, alors que la réalité nous montrait que ce n'était pas du tout le cas. Manque de masques, etc., etc. Et donc là, il y a une sorte de hiatus. Or, on est dans une période où il y a un tel déficit de confiance vis-à-vis de l'État que donner cette impression, en réalité, qu'on ne dit jamais véritablement tout ce qui se passe, toute la vérité, qu'on cache des choses aux gens, alimente cette idée complotiste, exagérée, que je récuse, mais elle alimente cette impression que voilà, l'État ne dit pas la vérité. Or, dans une période comme ça, on a besoin de faire confiance. Et comment, dans une période comme la nôtre, on a encore plus besoin de faire confiance. Mais on est à l'heure de la défiance. On n'est plus à l'heure de la confiance. On est à l'heure de la défiance généralisée. Et c'est bien là le drame de notre société. Bernard-Henri Lévy qui ne croit plus en rien, et c'est personne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'ensemble du monde occidental, on a eu lieu cette espèce de démission devant les médecins parce que les politiques savaient qu'ils étaient l'objet de cette défiance. Eh bien, je crois qu'il faut résister à cela. Et il serait bon que les fameuses élites vilipendées un peu partout, eh bien, qu'elles aient le courage d'affronter la vérité. Elles le font souvent d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je trouve que en France en tout cas, nos gouvernants ont plutôt dit la vérité au fur et à mesure. Mais en effet, il faut de l'audace et il faut qu'elle l'ait jusqu'au bout et c'est ainsi que se reconstitue le lien de confiance. Après, la confiance, elle n'est pas absolue non plus. Non. Je ne trouve pas mauvais que, ça c'est la vieille tradition française, qu'on soit obéissant et récalcitrant, que l'on ait confiance et que l'on ait une part de défiance, ça fait partie du génie français. Est-ce qu'il faut tout demander de l'État ? Est-ce qu'il faut lui demander une espèce d'assurance tout risque contre les pandémies ? Ou est-ce qu'il faut au contraire, ou aussi, redouter leurs abus d'autorité ? Je crois que c'est les deux. Le génie français, le génie européen, c'est en effet d'attendre beaucoup et de ne pas attendre tout. Mais vous dites aussi le mot résister. Et quand on parle de couvre-feu, résistance, les mots ont un sens aussi. Et les médecins disent attention, nos services sont... J'aurais peut-être pas dû dire résister, mais en tout cas, être citoyen et récalcitrant, ça je crois que cela fait partie des bons réflexes républicains. Les deux à la fois. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy, Jean Garrigue, Amine El-Kadmi, Jean-Claude Dacier. Je signale la sortie demain en salle de votre film Princesse Europe. Ah bon, on n'en a pas parlé pour toi, c'est pas mon film. Non, c'est le film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Camille Lotto et je n'en suis que l'acteur ou le fil rouge. Voilà, en tout cas, si on veut voir l'Europe, elle est en salle. Voilà, dès demain, Princesse Europe et puis ce virus qui rend fou. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Demain à 8h15, mon invité dans la matinale, c'est Michel Onfray. Bonne soirée sur CNews.